Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Ludovore et je commence bien évidemment par vous souhaiter une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que 2020 et 2021. On serait tenté de penser que ce sera pas très dur, mais finalement, on ne sait jamais, ça peut encore empirer. Bref, quoi qu'il en soit, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui vous rappellera peut-être des souvenirs si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques mois déjà, puisque j'avais fait une vidéo un peu similaire en octobre ou septembre peut-être 2021, dans laquelle je répertoriais un petit peu tous les gros jeux que j'attendais sur Kickstarter et GameFound notamment d'ici la fin de l'année 2021. Et donc, je vous reviens en ce début d'année 2022 pour faire un petit peu la même chose et vous présenter un petit peu le top 50, tout à fait subjectif bien évidemment, des jeux qui m'intéressent le plus sur les campagnes participatives, sur les plateformes de financement participatif dans les mois à venir, en fait, pour l'ensemble de l'année 2022, mais bien évidemment, pour l'instant, on a beaucoup plus d'informations pour le début 2022 que pour la fin. Vous trouverez d'ailleurs en description de la vidéo un petit document Excel dans lequel j'ai compilé en fait à peu près toutes les campagnes dont j'ai connaissance à l'heure actuelle pour 2022. Alors vous trouverez ça classé par date d'apparition, supposée en tout cas. Et bien évidemment, c'est à partir de ce document-là que je vais composer le top 50 que vous vous apprêtez donc à voir. Donc allez voir donc, la description. D'ailleurs, je vais vous présenter tout de suite le document en question pour que vous puissiez en avoir un petit aperçu. Si je le trouve, voilà, le voici. Alors donc voilà, un petit aperçu du document que vous pourrez télécharger donc librement avec, si je me souviens bien, environ 160 campagnes, voilà, 159 peut-être. Donc voilà, certaines avec assez peu d'informations, mais certaines avec un peu plus d'informations déjà. Vous le verrez, c'est composé avec donc le titre, l'éditeur, le ou les auteurs, la date plus ou moins approximative selon les informations qu'on a à disposition pour l'instant. Et ensuite, trois liens, un vers la pré-campagne, la page de pré-campagne si elle existe déjà en fait, une page sur BGG, en fait, hein, la page du jeu sur BGG si elle existe, et puis finalement le site de l'éditeur, par exemple, dans lequel il présente le jeu un petit peu plus en détail parfois, mais vous verrez que c'est la catégorie qui est peut-être la moins renseignée. Mais bon, j'ai peut-être pas cherché non plus tout, hein, pour pas passer trop de temps non plus dessus. Mais vous pouvez l'imaginer que la quantité d'informations, j'ai quand même passé pas mal de temps sur ce document. Donc voilà, libre à vous de la télécharger, de compléter votre liste si vous en avez déjà une, ou tout simplement de le prendre tel quel pour voir les jeux qui seraient susceptibles de vous intéresser, puisque, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous en présenter 50 dans cette petite série de 5 vidéos. Et donc, il n'y aura bien évidemment pas tous les jeux. Sur ce, pour ce qui est du classement, rapidement, je vous présente un peu la façon de faire. Pour la façon de procéder pour établir ce petit classement de top 50, je suis passé pour ça par PubMeeple, qui est un site anglophone sur lequel vous pouvez, par exemple, entrer l'ensemble de votre collection BGG, et à partir de là, en fait, il vous propose de faire des confrontations entre deux de vos jeux. Vous choisissez celui que vous préférez, ou dans le cas présent, ici, celui qui m'intéresse le plus, celui qui m'intrigue le plus, et à partir de là, il vous sort un petit classement des jeux que vous préférez, ou dans le cas des jeux à venir, des jeux qui m'intéressent le plus, qui m'intriguent le plus. Sur ce, sans plus tarder, on se lance dans la première série de 10 de ce fameux top 50, donc entre la position 50 et 41. Et le premier jeu qui entre dans ce top 50, donc en position 50 bien évidemment, c'est Batman Escape from Arkham Asylum. Vous en aurez peut-être déjà entendu parler pour la simple et bonne raison que le jeu était théoriquement prévu pour la fin octobre. Je crois d'ailleurs j'en avais parlé brièvement en octobre dernier, mais finalement un des auteurs, hein, si je me souviens bien, a eu un accident 1 ou 2 jours avant le début de la campagne, donc ils ont reporté celle-ci au début d'année 2022. Alors pour l'instant, la date n'est pas encore officiellement annoncée, mais ce sera certainement pour janvier, février, mars, donc le premier trimestre de l'année. Je suis généralement pas très intéressé par les jeux avec des licences telles que Batman, etc., même si je n'ai rien contre Batman ou contre DC Comics, etc. Mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, comme d'ailleurs les jeux de société qui sont tirés de jeux vidéo. Mais bref, c'est un jeu qui a l'air quand même d'être assez sympathique, un jeu en fait qui vous place dans une sorte de dungeon crawler. Vous allez devoir vous échapper de l'Arkham, enfin de l'asile d'Arkham, pardon, avec les différents vilains que vous pourrez incarner, comme par exemple le Joker, Harley Quinn, Bane, Scarecrow, qui est donc l'épouvantail, Double Face, etc. C'est un jeu avec des miniatures, bien évidemment, qui ont l'air d'être plutôt de très bonne qualité. Ça pourra rappeler peut-être à certaines personnes un petit peu Nemesis, mais en beaucoup plus léger, en beaucoup plus simple, dans le sens où au début
de la partie, chaque joueur incarnant donc un vilain va pour recevoir une mission cachée, une mission secrète qu'il va devoir accomplir, qui pourra simplement consister en s'évader ou en empêchant un autre joueur de s'évader ou en semant le plus le chaos dans l'asile avant de partir, etc. Bref, ce genre de mission secrète, de déplacement sur une map avec des hexagones d'ailleurs. Je ne sais pas si on a beaucoup d'images ici, on en a quelques-unes quand même, voilà. Vous verrez que c'est composé d'hexagones de ce type-là, un peu à la façon de Nemesis notamment. Et dans chaque pièce, vous pourrez faire des actions un petit peu différentes. Donc ça rappelle un petit peu ce jeu-là dans les mécaniques, mais ça a l'air beaucoup plus léger, bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Batman Arkham Asylum. Pour ceux d'entre vous qui appréciez éventuellement l'univers de Batman, les vilains de Batman, etc., ça peut être relativement intéressant. Pour ceux qui aiment aussi Nemesis, mais qui ont du mal à le sortir parce que c'est assez gros, assez difficile à mettre en place, ça pourrait vous satisfaire si tant est que vous ne soyez pas trop récalcitrant aux jeux à licence de ce type. Donc voilà pour Batman Escape from Arkham Asylum. En 49e position, on a Avalonia. Alors ici, et ce n'est pas forcément la dernière fois que je le dirai aujourd'hui ou dans l'ensemble de ce top 50, c'est un jeu que j'ai classé dans ce top plus par curiosité que véritablement par intérêt. Je doute que ce soit un jeu véritablement pour moi, mais ça a l'air assez intéressant malgré tout, dans le sens où ça vous place dans un univers arthurien, dans les légendes arthuriennes, mais un petit peu pété. La thématique est un petit peu folle, vous le voyez ici. C'est un univers donc dans les légendes arthuriennes, mais un peu post-apocalyptique, très post-moderne aussi. Vous voyez qu'il y a des armes assez conséquentes. En fait, se placer dans un univers où le roi Arthur, si j'ai bien compris, a relâché le pouvoir d'Excalibur, qui a provoqué une sorte de cataclysme, de catastrophe, plongeant le monde dans une sorte de post-apocalypse, comme vous le voyez ici. Les personnages sont complètement difformes, complètement déformés par ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Et en fait, c'est un jeu de contrôle de territoire. Vous aurez 4 factions à disposition, chacune d'entre elles étant contrôlée, enfin dirigée par différents anciens chevaliers de la table ronde, par exemple. Vous avez ici différentes images sur le site de Farside Games, dont est originaire le jeu, bien entendu. C'est un jeu avec des miniatures, donc vous pourrez déjà imaginer que ça va coûter assez cher, ça c'est sûr. Après, les actions ont l'air relativement simples. Si vous voulez un petit peu plus de détails concernant le jeu lui-même, vous pouvez aller voir notamment sur la page BGG, où on vous parle donc de jeux de contrôle de territoire, d'influence, de draft d'action, par exemple. On sait également que le jeu propose un peu plus d'images sur la page Facebook. Donc, si vous avez, par exemple, ici, sur Farside Games, il vous présente un petit peu plus de détails sur les plateaux individuels, sur les différents personnages que vous pourrez être amené à contrôler. Là, par exemple, vous voyez donc quelques-uns des personnages avec Gawain, Oberon, Lancelot, Guenièvre. Guenièvre qui n'est pas à son plus beau jour, on est très très loin de Camelot, hein, Perceval ici, par exemple, etc. Donc, un jeu qui, sur le papier, a l'air assez intéressant en termes de thématique complètement loufoque, complètement pété, mais dans le bon sens du terme. Après, est-ce que le gameplay suivra? On verra bien. C'est pour ça que je le place avant tout dans ce classement par curiosité plus que véritablement par intérêt. D'autant que pour l'instant, pour ce qui est d'Avalonia, on n'a pas vraiment de date officielle, si ce n'est certainement premier trimestre 2022. En 48e position, eh bien, si vous êtes fan de Lucky Duck Games, vous êtes déjà peut-être au courant, puisque Ludovox en avait fait un article notamment en fin octobre dernier. Lucky Duck Games prépare un jeu narratif adulte, et il s'agit de The Dark Quarter, qui reprendra notamment certains mécanismes de Destiny, qui est sorti donc en 2021, mais cette fois-ci en vous plongeant dans les années 80 au cœur de la Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis. Bon, il y a très peu d'images ici sur l'article en question, mais on peut ensuite aller voir aussi sur le Facebook de Van Ryder Games, avec lequel coopère Lucky Duck Games pour ce jeu. Et vous verrez un petit peu donc la direction artistique déjà, qui a l'air toujours comme souvent avec Lucky Duck Games très soigné, comme souvent avec d'ailleurs Van Ryder Games également. Bon, il y a assez peu d'images quand même. Il y a quand même beaucoup d'autres jeux qui sont mêlés à la page Facebook, mais vous pourrez faire une petite recherche, par exemple ici, en ajoutant Dark Water. Mais c'est également, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le forum Quoud, qui répertorie un petit peu toutes les campagnes, c'est le forum francophone pour ce qui est du financement participatif de jeux de société. Donc allez-y, si ça vous intéresse, vous y trouverez une mine d'informations et notamment des images sur The Dark Quarter.
avec notamment quelques images de plateaux que vous voyez ici avec Julia Paris ou Constance Moreau. Alors, je ne sais pas si on pourra y déceler une sorte d'asymétrie entre les personnages. Pour l'instant, j'en aperçois pas en tout cas. Mais ça a l'air d'être un jeu intéressant, même si personnellement, encore une fois, un petit peu comme Avalonier d'ailleurs, je suis plus intrigué, plus curieux de voir ce que ça pourrait proposer que véritablement intéressé, dans le sens où les jeux Lucky Duck Games faisant appel pardon, à de la technologie, des tablettes, des applications externes, etc., pour accompagner leurs jeux, c'est un truc qui, moi, ne m'attire pas outre mesure. Ça aurait plus tendance à me rebuter un petit peu, même si j'ai rien contre spécifiquement sur le concept, mais c'est quelque chose qui m'attire un petit peu moins. Mais je serais quand même curieux de voir ce qu'ils vont proposer, d'autant que Destinies a quand même eu de très très bons retours. Donc voilà, on verra bien ce que donne The Dark Quarter, qui là encore n'a pas de date précise, mais devrait théoriquement sortir durant le premier trimestre 2022. En 47e position, voici Alinthia, alors jeu qui est passé un petit peu plus sous le radar, un jeu pour 1 à 4 joueurs, 150 minutes, pardon. C'est un jeu de contrôle de territoire, là encore, hein, d'influence. On a des points d'action, des pouvoirs variables selon les joueurs, parce qu'en fait, il y aura différentes factions qui seront amenées à chercher à prendre le contrôle de ce territoire après qu'il ait été ravagé par des dragons. C'est assez soigné visuellement, c'est pas magnifique, mais ça fait plutôt le job. Par contre, attention, si vous cherchez des informations sur le jeu, la page BGG n'est pas forcément la plus grande mine d'informations. Au contraire, la page de Explode Games, l'éditeur, est mieux fournie. Donc vous verrez, là encore, pas de date précise, mais certainement courant du premier semestre 2022, voire peut-être même plutôt au début de 2022, je pense. Ici, on vous dit 30 minutes par joueur, donc tout à l'heure sur BGG, c'était un petit peu moins précis que ça. Donc il y aura un mode solo, donc théoriquement relativement court, et vous pourrez jouer jusqu'à 4. Donc bien entendu, ça augmentera la durée des parties. Alors là, vous aurez un petit peu plus d'images. Visuellement, quand même, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Également, voilà ici, hein, la partie Why It's Unique, on vous dira qu'il y a un mode coopératif, un mode compétitif, des modes solo apparemment, un mode solo, pardon. Ensuite, il y aura un mix de différents mécanismes de gameplay qu'on connaît relativement bien, comme les ressources, la collection de ressources, la gestion de ressources, le contrôle de territoire, des compétences upgradables, donc améliorables au fur et à mesure de la partie, des guildes spécialisées, du combat entre le jeu et un joueur ou entre les joueurs entre eux, de la construction de bâtiments, etc. Donc, ça a l'air d'être assez riche en termes de gameplay. Vous avez un petit aperçu également des ressources en bois qui seront disponibles, ça a l'air assez joli. Voilà pour les plateaux qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui composeront donc le pays. Et ça sera amené forcément à être différent, j'imagine, à chaque partie selon la façon dont vous orientez les tuiles. Tout ça a l'air relativement joli, les cartes sont plutôt jolies aussi, l'iconographie a l'air assez simple. C'est un jeu qui pourrait assez facilement entrer dans vraiment ma liste d'intérêts. Je l'ai placé relativement bas parce que pour l'instant, je n'ai pas cherché suffisamment en profondeur. Là, on voit notamment un petit aperçu des différentes guildes que vous pourrez contrôler. On aperçoit déjà ici, en dernière partie de chacune, une sorte d'asymétrie. Par exemple, ici, la guilde forestière possédera une limite de main plus large que les autres, mais la guilde de la montagne aura des compétences supplémentaires en combat, etc. Donc il y aura une certaine asymétrie également. Ça a l'air relativement intéressant et plutôt joli qui plus est dans un univers comment dire, médiéval fantasy qui est toujours assez populaire hein, auprès des gamers. Donc je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Donc voilà, à surveiller, Alinthia. Moi, je suis plutôt intrigué par ce jeu. D'ailleurs, à la réflexion, si je me penchais un peu plus sur son sujet, je pense que je le placerais un petit peu plus haut. Mais bon, voilà pour aujourd'hui. En tout cas, en 47e position, Alinthia. En 46e position maintenant, on a Rogue Angels Legacy of the Burning Suns, un jeu Legacy, comme son nom l'indique, enfin un jeu en campagne, en tout du moins, qui vous propose pour 1 à 4 joueurs des parties de 60 à 120 minutes pour 16 ans et plus, donc un jeu relativement mature, comme on dit en anglais, par Emil Larsen et Sun Tzu Games. C'est un jeu en fait qui ne devrait pas tellement m'intéresser parce que thématiquement, j'avoue que les jeux science-fiction, les jeux en sci-fi qui se passent dans l'univers des vaisseaux spatiaux, etc., c'est bizarrement pas un truc qui m'intéresse outre mesure, aux grandes dames de notre ami Xavier qui n'arrive pas à sortir Eclipse depuis son acquisition en été dernier, pas forcément à cause de moi spécifiquement, parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité vraiment de le sortir non plus. Mais pour le coup, Rogue Angels titille un peu ma curiosité. Est-ce que j'irai jusqu'à un bac? Certainement pas.
Mais par contre, ça pourrait intéresser plutôt Xavier d'ailleurs, parce que ça reprend un petit peu thématiquement ce que propose en jeu vidéo Mass Effect, à savoir une sorte de grand space opéra avec des tonnes de personnages que vous pouvez déjà apercevoir ici, notamment grâce à l'application de Tabletop Simulator qui est déjà testable gratuitement apparemment, si vous n'êtes pas trop récalcitrant à l'anglais. Donc un jeu qui vous propose différentes races, de composer votre équipage dans votre vaisseau, partir à l'aventure, et les personnages vont avoir des choix à faire et des choix individuels qui vont impacter l'ensemble de l'équipage, l'ensemble de l'histoire. Donc vraiment, de ce point de vue-là, un jeu très très ambitieux en termes de scénaristique. Je ne sais pas comment ils vont réussir à faire ça de manière efficace, mais sur le papier, ça a l'air super intéressant. Donc voilà, surveiller Rogue Angels. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais ça a l'air malgré tout assez intéressant. Là encore, par contre, pour ce qui est de Rogue Angels, j'ai oublié de vérifier avant de vous en parler la date de sortie. C'est pour le 1er février, pardon. Je suis allé vérifier sur le document en même temps. Donc, 1er février 2022, donc ça va venir assez rapidement, d'ici un mois environ. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment la sci-fi, pour ceux qui ont apprécié la série Mass Effect en jeu vidéo, ça pourrait être pour vous. En 45e position, un jeu, je pense, déjà assez connu pour tous ceux qui suivent les jeux en crowdfunding, en financement participatif. Il s'agit de Persévérance, Castaway Chronicles. Alors, je vais vous montrer ici la page des épisodes 1 et 2, alors qu'ils sont déjà sortis, enfin, ils ont déjà eu leur campagne de financement participatif, tout du moins, ils sont déjà sortis de toute manière aussi, je crois, pour la simple et bonne raison que les épisodes 3 et 4 vont sortir si vous allez sur le site de Mindclash Games, vous les voyez ici, à venir sur Kickstarter en 2022, certainement durant le premier semestre aussi, je pense. Alors, vous avez ici un petit aperçu des différents jeux de Mindclash Games. C'est un éditeur qui fait des jeux très velus, mais vraiment soignés en général, ne serait-ce que Anachronie, qu'on a pu finalement essayer récemment avec Xavier, qui était génial. Tricarion, qui a fait qui a connu un très bel accueil du côté de la communauté des ludistes. On le voit souvent tourner sur la page des ludistes francophones, sur Facebook notamment. Cerebria, un petit peu moins connu, mais qui a l'air très intéressant. Ou encore Voidfall, qui est apparu en fait sur Kickstarter il y a quoi, 2 mois, 3 mois environ. Donc c'est un éditeur sur lequel il faut vraiment compter. Et donc, ils reviendront avec les épisodes 3 et 4 de Persévérance, avec, en termes d'auteurs, toujours des grands noms, comme souvent chez Mindclash Games, à savoir Richard Hammond, par exemple, Victor Peter, ou encore David Turczi, certainement pour le mode solo. Donc, on a quand même des beaux noms. Vous l'avez peut-être vu, hein, vous avez déjà vu des images, j'imagine, mais voilà, c'est un jeu avec des miniatures, comme souvent, du contrôle de territoire, une multitude d'actions possibles avec des workers, donc du placement d'ouvriers. Ça a l'air très très intéressant. J'avoue que moi, je n'ai pas encore eu l'opportunité de jouer à Persévérance. Je ne connais personne autour de moi qui le possède, mais ça reste forcément intéressant, ne serait-ce que parce que c'est Mindclash Games. Même si, en termes de thématique, c'est certainement le Mindclash Games qui m'intéresse le moins pour l'heure actuelle, en tout cas. Donc voilà, Persévérance, Castaway Chronicles, épisodes 3 et 4 cette fois-ci. 44e position cette fois, il s'agit de Nightmare Cathedral qui n'a pas encore sa page sur BGG, c'est pourquoi je vous montre directement la pré-campagne sur GameFound. Nightmare Cathedral, là encore, on en sait très peu de choses. D'ailleurs, si vous allez sur la pré-campagne de GameFound, il y a très peu d'informations. Il y a une illustration qu'on retrouve un petit peu plus bas, ici notamment, et c'est tout. Alors c'est un jeu, on vous le dit quand même ici, de fantasy horrifique, avec du contrôle de territoire, donc ça c'est quand même la seule information en termes de gameplay qu'on retrouve un peu partout, pour 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo, pour des parties de 2 heures environ. Ça se base en fait carrément sur l'œuvre du peintre polonais Beksinski, enfin je crois qu'il est polonais si mes souvenirs sont bons, et ça a l'air d'être particulièrement glauque, comme ses œuvres, hein, puisque ce sont les mêmes, en fait, ça se base véritablement dessus. Il y aura des miniatures. Alors, sur la page de la pré-campagne, il y a assez peu d'informations. Par contre, si vous allez sur la page Facebook de Board and Dice, duquel provient le projet, en fait, hein, vous trouverez un petit peu plus d'infos, un petit peu plus, avec un aperçu du plateau, en fait, central, avec des différents emplacements, les figurines qu'on pourra y apposer. On voit un peu moins les cartes, par contre, mais ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler une fois sur la table. Avec des miniatures dans tous les sens, donc j'imagine que ce sera peut-être un petit peu cher là aussi, mais en plus avec la licence, enfin pas la licence, mais les droits pour les œuvres de Beksinski, à voir. Ça a l'air quand même assez mystérieux, assez intriguant,
Et là encore, ça fait partie des jeux qui m'intriguent, qui titillent ma curiosité plus que véritablement mon intérêt à proprement parler. Mais quand même, j'ai hâte de voir ce que ça peut proposer. Là, par contre, vraiment pas de date, on verra bien, mais en tout cas, c'est prévu pour cette année. En 43e position, on retrouve Collab, qui est apparu sur Kickstarter l'année dernière, genre en juillet, août, septembre, j'ai un petit peu oublié. Mais malheureusement, qui n'avait pas atteint son objectif de financement. Ils avaient annulé après 2 ou 3 jours parce qu'ils estimaient que le début était un petit peu décevant, ce qui est vrai, dans le sens où c'est un jeu qui nous vient quand même de Portal Dragon, avec une collaboration entre John Meatling et Jonathan Gilmour. C'est peut-être des noms qui vous disent pas grand-chose, sauf peut-être John Meatling, puisque c'est quand même le papa de Palm Island, donc le jeu qui se joue dans la paume de la main, ce petit jeu de cartes qui sent bon le sable chaud et les plages d'été, donc bien loin de ce que l'on traverse actuellement. Et donc il nous revient avec un jeu totalement différent, un peu plus ambitieux en termes de mécanisme et de matériel, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être déjà aperçu la campagne, hein. D'ailleurs, ils ont déjà une page comment dire, de pré-campagne pour le relaunch qui arrivera prochainement, avec déjà 960 abonnés. Alors, il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, donc relativement lourd, pour 8 ans et plus. Vous avez déjà ici des aperçus bien évidemment du jeu avec le plateau, les différents emplacements sur lesquels vous pourrez apposer vos ouvriers qui sont en fait représentés aussi par des dés. Il y aurait plein de dés à brasser, vous les poserez au sein de petites miniatures que vous voyez ici notamment. Et il y aura une sorte de collection de ressources, de gestion de ressources, de upgrade de votre deck via les cartes que vous voyez ici également. Donc c'est assez joli, visuellement c'est assez soigné, ça a une présence sur table assez intéressante. Après, est-ce que c'est un incontournable? Ça, il est un petit peu tôt pour le dire. Contrôle de territoire, deck backbuilding, du dice rolling bien évidemment, donc du jet de dés dans tous les sens, et du placement d'ouvriers, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez également le site sur Portal Dragon concernant Collab, hein, c'est quand même assez joliment illustré. C'est pas forcément unique en termes de thématique, mais c'est plutôt assez bien rendu. On n'a pas encore de date, je crois. Si, c'est ça. 11 janvier. D'ailleurs, vous allez voir sur le document, si vous le téléchargez, le 11 janvier, on a une demi-douzaine de projets assez intéressants qui sortent tous en même temps, voire peut-être un peu plus d'ailleurs. Ça va être assez lourd cette deuxième semaine de janvier. Je pense qu'on va souffrir un petit peu. Bref, quoi que l'en soit, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pourrez aller consulter la page VGG ou le site de Portal Dragon. Et puis, vous pourrez aussi vous inscrire sur la page de pré-campagne de Collab pour la nouvelle tentative du jeu sur Kickstarter. Donc voilà, pour Collab, le 11 janvier prochain. En 42e position, et à ma grande surprise, Purple Haze de Phalanx, un jeu de guerre, et c'est pour ça que ça me surprend, parce qu'en général, je ne suis pas très intéressé par les jeux de guerre, les wargames n'étant pas comment dire, une niche au sein de la communauté de liste à laquelle j'appartiens vraiment. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse outre mesure, mais Phalanx a sorti plusieurs jeux ces dernières années qui ont l'air relativement intéressants. Pas forcément des wargames à proprement parler, mais souvent des jeux en rapport avec les guerres passées, notamment récemment. Ils en avaient sorti l'année dernière sur Kickstarter également, avec Napoléon. J'ai un peu oublié le titre. Coalition, si je me souviens bien. Alors, je ne sais pas si je pourrais le retrouver en même temps. Voilà, c'est ça, Coalition. Qui avait l'air très très sympa, qui avait des mécanismes assez intéressants, et puis une roue de choix d'action qui avait l'air aussi assez intéressante en termes de mécanismes. Bon, je ne vais pas vous montrer ça, parce que ce n'est pas Coalition dont il est sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, ne serait-ce que parce que Phalanx propose des jeux qui semblent intéressants, Purple Haze m'intrigue un petit peu, mais je pense qu'il y a très très peu de probabilités pour que j'aille backer, mais au-delà de ça. En plus, aussi intéressant, le côté 1 à 6 joueurs pour un jeu en campagne de guerre, parce que j'ai oublié de le dire, c'est un jeu qui nous place dans les années 70 au Vietnam, pas 70, 60, 60, enfin 60, ouais, 67, je crois que c'est écrit, voilà, 67, au Vietnam. Donc pour 60 à 720 minutes, mais bon, j'imagine que c'est plutôt la campagne que véritablement une partie, j'imagine en tout cas. Enfin, je sais pas, après tout, un wargame, ça peut prendre facilement 5 ou 6 heures sur une partie un peu longue. Allez le savoir. Pour 16 ans et plus, vous pourrez avoir accès aussi directement à la page sur GameFound de pré-campagne, avec ici le petit décompte. Hein. Dans 25 jours, le jeu sera lancé. Vous aurez un petit peu plus d'informations. Donc, jeu de cartes d'exploration, de survie dans un mode historique, un petit peu aventure, solo ou coopératif. Donc c'est bien ça, un Vietnam 67.
Donc à vous de voir si les jeux de guerre vous intéressent, si la thématique vous intéresse. Le jeu lui-même n'a pas l'air fantastique en termes de visuel, c'est pas particulièrement beau sur la table, mais après, est-ce qu'on demande forcément à un jeu de guerre d'être beau? Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'intrigue un petit peu, ne serait-ce que parce que c'est Phalanx, même si j'aurais préféré Coalition à Purple Haze en termes de thématiques. Et dernier jeu de cette première partie du top 50, donc en position 41, il s'agit de Last Light, qui là encore est un jeu qui ne devrait pas trop m'intéresser en termes de thématique, parce que c'est un jeu encore une fois de science-fiction qui nous place dans l'univers, dans des vaisseaux avec différentes races extraterrestres, etc. Mais un petit truc, même deux petits trucs d'ailleurs assez intéressants, c'est un jeu en 4X, mais assez ramassé, puisque vous voyez ici, 60 à 90 minutes pour un 4X, c'est assez court. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu intriguant. Comment ils vont réussir à faire un jeu en 4X relativement court, relativement ramassé? De ce point de vue-là, c'est intéressant. Pour 1 à 4 joueurs. Et deuxième facteur assez intéressant, c'est que ça nous vient de Roy Kennedy, qui est, si vous connaissez la chaîne Dice Tower, un des principaux animateurs de la chaîne donc, YouTube de Dice Tower, une des premières, des plus grosses chaînes de jeux de société au monde, je crois. Hein. Peut-être pas la plus grande, mais une des plus grandes en tout cas. Et donc, Roy Kennedy, qui est un grand fan des 4X lui-même, eh bien, propose son premier jeu, si je me souviens bien, en tant que créateur de jeu cette fois-ci, avec Last Light, qui est déjà noté à 8.5, alors qu'il y a très peu de gens qui l'ont testé, donc il ne faut pas vraiment regarder la note, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Et ce sera édité par Grey Fox Games. Donc il y a assez peu de visuels sur la page BGG. Bon, vous voyez ici un petit peu un aperçu de quelques-unes des races que vous pourrez être amené à contrôler ou à rencontrer dans l'univers de Last Light. Je ne suis pas fan de la direction artistique, mais bon, ça c'est encore autre chose. Vous avez un petit aperçu ici des différents mécanismes qui viendront s'intégrer au jeu, mais bon, après, c'est un 4X, donc bon, on se doute un petit peu de ce que ça contient. Et ici, la page de draft, de preview de Last Light sur GameFound, avec ici encore quelques-unes des images qu'on a aperçues tout à l'heure. Bon, ça n'a pas l'air vilain, mais c'est juste que je ne suis pas très très fan. On voit plein de sucettes censées représenter des planètes, j'ai l'impression. Ça ressemble quand même beaucoup à des sucettes. Et puis donc, voilà un petit peu d'informations avec une vidéo YouTube notamment pour vous montrer un petit peu le trailer de Last Light, ce à quoi ça peut ressembler, même si vous le voyez, bon, on n'a pas grand-chose. Ah, quand même, ça c'est intéressant, des plateaux rotatifs. Est-ce que ça va avoir une importance, une influence sur ce qu'on peut acquérir, sur ce que l'on peut faire sur tel ou tel emplacement? Ça pourrait être assez intéressant. Voilà pour Last Light de Grey Fox Games avec donc le premier jeu de Roy Kennedy comme créateur. Et voilà, c'est tout pour la première partie de ce top 50, donc pour les positions 50 à 41. On se retrouvera donc demain pour la position 40 à 31 et ainsi de suite sur 5 jours. Donc, dites-moi donc dans les commentaires ceux qui vous intéressent parmi les jeux cités aujourd'hui. Dites-moi éventuellement si vous avez regardé le document Excel que je vous laisse à disposition, lesquels de ces 159 jeux listés, je crois, vous intéressent le plus, même si, bon, de toute façon, je vous demanderai ça à chaque fin de vidéo dans les 5 vidéos à venir. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que la dernière. Je vous retrouve demain donc. Portez-vous bien et à demain.